députés LFI. Ceux des LR et d'Horizon, eux, pourraient s'abstenir. Et avant ce vote crucial, le Premier ministre est en déplacement chez lui. Dans l'Eure, Sébastien Lecornu participait ce matin à une cérémonie d'hommage à Aristide Briand pour commémorer les 120 ans de la loi de 1905, la loi sur la séparation de l'Église et de l'État. Le contrôle des airbags bientôt intégré au contrôle technique, annonce du ministère des Transports qui précise que plus d'1,3 million de voitures concernées par le stop drive sont encore en circulation. Si c'est le cas, le véhicule n'aura plus le droit de circuler tant qu'il n'est pas réparé. En cause, les airbags Takata défectueux qui ont causé une 50aine d'accidents en France, dont 20 mortels. La souveraineté alimentaire de la France au cœur d'une conférence à Rungis. C'est la première lancée par le ministère de l'Agriculture avec l'ensemble des acteurs du secteur. Ces conférences visent à fixer les ambitions du pays en matière agricole pour les 10 prochaines années, alors qu'aujourd'hui la France importe la moitié des fruits, des légumes et du poulet qu'elle consomme. C'était il y a un an, jour pour jour, la chute du régime de Bachar al-Assad en Syrie. Et le nouveau président Ahmed El-Shahed appelle aujourd'hui à l'unité pour bâtir une Syrie forte, consolider sa stabilité et préserver sa souveraineté. L'ancien dictateur Bachar al-Assad, lui, s'est exilé à Moscou, en Russie. Enfin, fini les terminaux 2A, 2B ou encore 2EK à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Le groupe ADP annonce un choc de simplification à venir. Les terminaux seront rebaptisés de 1 à 7 pour plus de lisibilité pour les voyageurs, notamment pour les passagers internationaux qui évoquaient des difficultés pour s'orienter à Roissy. Le changement sera effectif en mars 2027. Voilà pour l'info. Bon début d'après-midi. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Le couple, comme on dit, c'est pour le meilleur et aussi pour le pire. Et c'est vrai que lorsqu'un des membres du couple contracte une maladie, d'autant plus si cette maladie est grave et de longue durée, eh bien l'intimité du couple forcément est impactée. Et on sait que l'affect, l'intimité sont 2 aspects essentiels du couple, mais également 2 aspects qui permettent à l'individu de l'aider à aller mieux, d'abord sur le plan moral bien sûr, mais également sur le plan physique. C'est vrai qu'il paraît que ça fait du bien au système immunitaire, l'affect, et que donc du coup on va plutôt mieux. Alors c'est pour ça qu'il faut aider le couple à traverser ensemble l'épreuve de la maladie tout en gardant un contact positif et notamment grâce au toucher. On est aujourd'hui avec Marie-Laure Peretti qui travaille à l'hôpital et qui connaît bien tout cela. Elle pourra nous donner beaucoup de renseignements et puis on pourra peut-être d'abord voir ce qui se joue lorsque le ou la malade a du mal avec son corps, un corps qui souffre et qui ne correspond plus à l'image où il en avait. Et puis, je crois qu'il faut aussi parler du partenaire qui traverse différents états qui ne sont pas à négliger non plus. En tout cas, je vous invite à venir témoigner si ce sujet vous concerne, que ce soit de près ou de loin, et on va échanger ensemble. Et pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Vous pouvez également envoyer un SMS. Vous envoyez Brigitte, votre témoignage au 7 20 18. Marie-Laure Peretti, merci d'être avec nous. Ce sujet est un sujet difficile mais essentiel parce que c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup. C'est même un sujet assez tabou, comme si dès qu'il y en a un des deux qui est malade, il faudrait faire chambre à part. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Brigitte. Vous travaillez à l'hôpital dans des services où il y a des grands malades, bien sûr. Dans un service de chirurgie cervico-faciale ORL. Donc effectivement, on se retrouve avec des personnes qui peuvent traverser une maladie qui va venir porter des altérations, bien sûr, au corps. Et donc à la perception de l'identité, la perception de soi. Et évidemment, les aspects de la vie intime peuvent être touchés. Et donc, voyons ensemble comment on pourrait... Alors, on va d'abord parler de celui qui est atteint par la maladie. Alors d'abord, je crois qu'il y a le chiffre de personnes avec des maladies longue durée est assez affolant, oui. Plus de 25%. Oui, tout à fait. 37 millions, je crois, de personnes qui vivent avec une maladie chronique. Ça voudrait dire une personne sur 2. Ça me paraît... Oui, et puis, alors il y en a 13% qui, pour l'issue sera compliquée. Donc c'est vraiment un sujet qui certainement touche des personnes qui nous écoutent, forcément. Oui, ce qui est inclus dans les 37 millions, c'est également les personnes avec des pathologies psychiques. Oui, d'accord. Pas seulement les maladies somatiques. Oui, parce que ça me paraissait énorme. Mais c'est quand même presque ça fait presque un Français sur 2, c'est pas rien. Oui, absolument.
Et donc, on va d'abord commencer par la personne malade. Alors, comme vous dites, son corps n'est plus tout à fait le même. Est-ce qu'il n'y a pas souvent une tendance à se replier sur soi ? Déjà, il y a de toute façon la traversée de la maladie. Donc, il y a à comprendre et puis à se battre pour guérir. Alors, moi, je pense évidemment, puisque je travaille dans un service de chirurgie ORL, donc c'est évidemment beaucoup de chirurgie. Enfin, il n'y a pas que la chirurgie, il y a aussi des chimiothérapies, de la radiothérapie, et puis peut-être pour d'autres pathologies auxquelles je ne pense pas, mais il y en a sûrement. Tous ces traitements, et la chimiothérapie, ça va avoir des effets alors bénéfiques, mais aussi qui vont provoquer des modifications dans le corps, faire des choses. La radiothérapie, pareil, qui vont avoir des effets même néfastes sur le goût, la saveur, brûler la peau. Donc, et puis la chirurgie peut parfois avoir un aspect sauveur, salvateur et mutilant. Bien sûr. Alors comment en règle générale, le malade traverse ça ? Donc il traverse ça déjà en étant patient entouré d'une équipe soit de chirurgiens ou d'oncologues, de radiothérapeutes, les infirmières, les aides-soignantes. Enfin, il y a toute une équipe là importante, les kinésithérapeutes, les diététiciens, les psychologues, les infirmières d'annonce. Il y a beaucoup de gens qui se mobilisent, les orthophonistes qui sont formidables. Hein, franchement, il faut toujours le rappeler. Les personnes qui travaillent dans les hôpitaux sont des gens extrêmement dévoués. Toutes les personnes avec qui je travaille, c'est des gens qui sont vraiment dévoués, qui ont au cœur d'être auprès et dans le soin de la personne malade, et aussi, on en parlera plus tard, de l'accompagnant, de la personne qui vit avec cette personne malade. Mais justement, parlons-en, parce qu'on a souvent tendance à penser que c'est très très difficile pour la personne malade, mais le ou la partenaire traverse aussi ça, parce que d'abord c'est pas simple. Comment réagir, comment être présent, et puis il y a toutes les peurs forcément de perdre l'autre. Oui, c'est quelque chose d'ailleurs qui peut être pensé, c'est finalement d'avoir quelque chose autour de la communication entre la personne malade et l'accompagnant, l'aidant. Parce que c'est là-dessus qu'on peut finalement parler de ses peurs, de ses besoins, de ses désirs, ensemble, et peut-être trouver ensemble des pistes, et notamment quand le corps se modifie, et quand on ne se reconnaît plus dans ce corps, comment on peut faire avec. Faisons avec. Oui, et je crois que la première chose que j'ai envie de dire, c'est que la sexualité, de toute façon, elle sera modifiée. Et elle n'est pas forcément nécessaire tout de suite. Ce qui est important, en revanche, c'est peut-être ce que j'appelle l'intimité, c'est-à-dire se toucher, absolument, rester au contact l'un de l'autre. Exactement, le toucher. Et puis trouver d'autres façons de faire. Finalement, le toucher, c'est ça qui a peut-être le plus important. Là, vous allez peut-être m'aider, Brigitte, mais il me semble que l'hétérosexualité, elle fonctionne beaucoup sur pénétration. Sauf que il y a d'autres façons peut-être de faire. Donc parce que par exemple dans un cas de maladie grave, je pense même pas forcément au cancer, puisque c'est le cancer ORL moi, mais des cancers qui sont peut-être plus bas dans le corps, et là même où le cancer du sein, oui par exemple, où ça commence à devenir plus compliqué. Il y a inventé d'autres façons finalement que uniquement la pénétration. Ça peut avoir garder une bonne intimité. Avec une autre forme de pénétration que de sexe à sexe. Mais de toute façon, le toucher d'abord a des effets bénéfiques, ça provoque de l'ocytocine, oui. Et donc c'est forcément bien pour tous les deux. Et puis se toucher, ça peut provoquer un peu plus d'excitation, et pourquoi pas le plaisir de l'un ou de l'autre, pas forcément des deux. Par exemple aussi. C'est pas grave. On est là pour échanger de l'affection, de l'amour, de la tendresse, quelque chose qui relie encore et qui fait du bien. Hein. Oui, puisque la relation sexuelle, c'est de la relation la plus intime qu'il soit. Bien donc sûr. Donc l'intimité, on est bien là-dessus. L'intime, c'est aussi finalement se parler. On peut avoir de l'humour aussi, on peut rigoler dans une situation intime,
intime, là, franchement, là, c'est sexuel. Hein. Oui, et je crois que c'est important, et on va essayer de voir ce que nous raconte notamment Liliane, qui va prendre la parole dans un instant. Mais je crois que ce qui est essentiel, c'est en effet de rester ensemble, parce que s'il y en a un ou les deux qui se réfugient chacun dans le silence et dans une sorte d'éloignement, là, on se fait du mal, forcément. À soi-même et à l'autre. Évidemment. Oui. Eh bien, on retrouve Liliane dans un instant qui va nous raconter justement ce qui se passe avec son mari qui est malade. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Marie-Laure Peretti, psychologue clinicienne, sexologue également, docteur en psychopathologie. Et on avance sur la maladie, la grave maladie, hein, bien sûr, on ne parle pas d'une petite grippe, et le rapport intime dans le couple. Liliane, merci beaucoup de prendre la parole. Bonjour. Bonjour. Bonjour Liliane. Bonjour. Voilà, je vous appelle parce que j'ai un problème avec mon mari, maladie qu'il a depuis 3 ans maintenant. Et voilà, c'est très dur, très dur sur tous les plans, quoi. Voilà, donc... Oui, quand vous dites tous les plans, vous voulez nous en dire un tout petit peu plus ? Oui, le plan sexuel, bien sûr. Oui. Déjà, voilà. Et puis, comment vous dire c'est difficile de communiquer ensemble sur le sujet ? On n'en parle pas. Non, c'est vraiment tabou. Il a toujours été déjà un peu comme ça, si vous voulez, hein, un petit peu. Il se renferme voilà. sur lui-même, en fait. Hein. Là, c'est complètement. Oui. Là, on n'a plus aucun. Il se renferme pour tout, pour tout, quoi. Et il n'y a plus de... Voilà, je vais vous dire, il ne fait plus rien, quoi. Avant, c'était la cuisine, c'était... Voilà. Aujourd'hui, c'est fini. Mais qu'est-ce qu'il a comme maladie ? Ça vous ennuie de nous le dire Alzheimer. Ah oui, donc là, on est dans une maladie psychique. On n'y pense pas, mais c'est pareil, c'est horriblement lourd pour vous, c'est difficile à vivre. Vous avez essayé de prendre un petit peu d'espace par rapport à lui pour justement ne pas sombrer dans cette histoire, parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu à bout. Tout à fait. Non, je n'y arrive pas. Je fais comme lui. C'est-à-dire que je me renferme. Il se rappelle encore de vous, de choses. Oui. D'accord. Oui. Okay. Par contre, vous voyez, depuis quelque temps, on regarde des photos. Sur les photos, il me voit, il ne me reconnaît pas. C'est qui ? Alors, il reconnaît tout le monde. Il reconnaît mon père qui est mort il y a 50 ans. Vous voyez ? Et il va se reconnaître, lui, mon frère, son copain. Et puis, c'est qui celle-là ? Alors, au départ, je dis, il rigole, quoi. Mais non, mais je la connais pas. Mais c'est qui ? Et voilà, comme c'est pratiquement toutes les photos, il ne me reconnaît pas. Il reconnaît tout le monde, hein. Est-ce qu'il vous prend pour quelqu'un d'autre ? Non. Non. D'accord. Non. Il y a des, mais voilà, il y a quelque temps, on discutait. Il se rappelle plus qu'il a des frères et sœurs. Enfin, vous voyez. Oui. Ça devient lourd parce que moi, je n'ai personne à qui me confier. Mais j'entends bien. C'est pour ça que les gens avec qui je pourrais parler, sont partis. Ah oui. Sont partis. Les gens, quand vous dites qu'il y a la maladie, les gens sont. Je sais pas. Est-ce qu'ils ont peur de la maladie ? Est-ce qu'ils ont peur que mon mari vous savez, Liliane, je crois qu'il faut dire les choses. C'est une fuite parce que c'est
des choses qu'on n'a pas envie de, on n'a pas envie de voir et on n'a pas envie de vivre. Non, on n'a pas envie d'entendre, on n'a pas toujours envie d'aider. Ou d'être, sans forcément aider, mais au moins un tout petit peu de chaleur humaine qui permettrait d'écouter et de soutenir un peu. Mais ce que vous soulevez est très juste. Les personnes malades se retrouvent avec peuvent se retrouver, pas systématique, mais avec un vide autour d'eux. Parce que les gens, c'est comme s'ils avaient peur d'attraper la maladie eux-mêmes. Oui, c'est ça. Ou alors ils ne se rendent, ou alors ils ont peur que le malade. Vous voyez, on avait quelqu'un avec qui on s'entendait très bien. Ils ont vécu des moments forts, on a vécu des moments super. Et voilà. Voilà, il ne vient plus. Alors pourquoi est-ce qu'il a peur que mon mari ne le reconnaisse pas? Est-ce qu'il a peur, je ne veux pas dire d'attraper la maladie parce que ça ne s'attrape pas, mais voilà. Non, mais Liliane, je crois qu'il faut vraiment comprendre que pour faire face à la maladie, et l'Alzheimer, c'est pas rien, il faut un certain courage. Courage, c'est un peu proche du mot cœur, hein, de toute façon. Et beaucoup de gens préfèrent fuir parce que c'est trop difficile pour eux. On sait très bien que dans les EHPAD, il y a énormément de gens qui ne voient plus leur famille, qui sont abandonnés. Voilà. Et on est dans une société où, comme les familles se sont beaucoup disloquées, eh bien c'est encore plus fréquent qu'il y a 20 ou 30 ans. Donc vous vous retrouvez seul. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut absolument que vous arriviez à créer un peu de lien social pour vous. Et abandonnez-le de temps en temps. De toute façon, vous ne pouvez rien faire de plus puisqu'il ne peut plus ou il ne veut plus. Je ne sais pas. On n'est pas dans sa tête. Mais bien sûr, sans doute. Il y a un déni, mais il ne se rend pas compte. Mais bien il sûr. ne se rend pas compte. Vous voyez, je pense que non, il ne se rend pas compte de qu'il est malade. Oui, mais évidemment, puisque l'Alzheimer, il y a une perte importante au niveau des neurones. Hein. Donc c'est une forme de démence, l'Alzheimer. Donc il ne se rend même pas compte de son état. Est-ce que vous êtes aidée un peu par des aides à domicile, Liliane? Non. On nous a proposé, on nous a demandé, on a dit voilà, il faudrait que quelqu'un vienne. Oui. Ah ben il dit non, il dit je veux pas. Oui, mais il y a lui et à vous. Il y a lui et vous. Et vous, Brigitte, bien évidemment, c'est vous qui avez presque besoin d'être soutenue parce que l'aidante que vous êtes, si elle n'est pas soutenue, qui est-ce qui va aider votre mari? Il faut vraiment prendre soin de vous, hein. Oui, j'ai eu il y a quelques mois, l'année dernière, j'avais eu par la Maison des Aidants. Oui. On avait eu 5 réunions qui duraient chacune 2 heures. Et c'était formidable. On s'entendait très très bien. On avait Et j'ai soulevé justement j'ai soulevé la question en disant de toute façon, aujourd'hui, on a 55 ans de mariage. Vous imaginez, bien sûr, les gens m'ont dit oui, un jour ça arrivera. Je ne pourrai jamais mettre mon mari dans un hôpital. Je ne pourrais pas. C'est... écoutez, c'est pas possible. Oui, Liliane. On comprend bien, mais là, ce que je vous dis, c'est pas de l'abandonner et de le mettre, de le placer. Je vous dis juste de prendre du temps pour vous. Vous pouvez sortir, je sais pas, aller jouer aux cartes avec d'autres personnes. Trouver un peu de lien social, c'est vraiment important pour vous ressourcer. Mais si je pars, mais il est perdu. Si je suis pas là, il ne sait plus quoi faire. Oui, mais c'est comme un tout petit enfant. Mais un tout petit enfant au début, il est un peu angoissé et puis voire parfois un peu en colère. Et puis quand on revient, il est tout content qu'on soit revenu. Vous voyez, je crois que c'est vraiment important parce que il faut que vous puissiez tenir. Parce que imaginez que là vous craquez, vous vous retrouvez en maison de repos, ou hospitalisé, ou hospitalisé. Comment il va faire, hein? Vous voyez, donc c'est vraiment important que vous preniez soin de vous. Et justement, là nous sommes
nous avons mis en vente notre maison. Très bien. Nous avons une grande maison de 180 mètres carrés, donc il ne peut plus. Ça, c'est une très bonne initiative. Donc nous attendons la vente de la maison et nous partons dans une résidence senior privée. Et voilà, je pense que j'aurais besoin de ça, d'avoir et puis au moins d'autres personnes. Au moins dans une résidence senior. Là, si vous voulez, là, je n'ai pas de permis, je ne conduis pas. On est loin du village. Et voilà. Si vous êtes presque un peu isolé. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, vous avez mis votre maison en vente, peut-être baisser un peu le prix pour qu'elle se vende très vite et que vous soyez libérés. Je crois que c'est vraiment la seule solution, parce que là, dans votre cas, évidemment, là, on parle même plus d'intimité ni de quoi que ce soit d'autre. Et on voit, et merci de votre témoignage, Liliane, parce que ça montre bien que c'est un sujet qui est particulièrement douloureux. Et je vous remercie d'avoir pris du temps pour parler avec nous. On fait une petite pause, on se retrouve avec le Love Conseil. On va parler des couleurs de l'amour. Et puis, nous aurons Karine également dans un instant qui va nous parler. Et c'est elle qui visiblement a été touchée par la maladie. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et Sud Radio, le Love Conseil. Alors Marie-Laure Peretti, on va parler de l'amour. J'ai fait un love conseil sur les couleurs de l'amour et en fait je l'ai scindé en deux parce que sinon ça aurait été trop long. Donc aujourd'hui c'est la première partie et ce sera la deuxième partie demain. Donc vous n'aurez que la première partie, Marie-Laure. Voilà, parce que l'amour, c'est un mot qui englobe différentes nuances. Et c'est vrai qu'on pourrait donner des couleurs différentes. Et je trouve que c'est toujours intéressant de se poser la question sur la manière dont on aime son ou sa partenaire, parce que forcément, ça parle de nous. Hein, vous êtes d'accord là-dessus ? Alors, si on voit l'amour rouge vif, évidemment, on va tout de suite penser à la passion. Et tout le monde n'est pas apte à vivre une passion, parce qu'une passion, ça englobe forcément déjà beaucoup de sexualité, une sexualité torride en tout cas, mais aussi une capacité à s'oublier, non pas pour l'autre, mais dans l'autre. Je trouve que c'est une expression qui correspond bien à la passion. Alors évidemment, si le rouge est plutôt rose, on va parler d'amour, et plutôt d'amour-dépendance, qui porte aussi le nom de fusion, d'amour romantique aussi. Hein, ce sont des mots qui veulent dire un peu la même chose. Et là, à ce moment-là, on n'est pas l'un dans l'autre, on est tout l'un pour l'autre. Si on peut dire, hein. Vous êtes d'accord avec ça? Et derrière cet amour, cet amour fusion, il y a souvent beaucoup d'idéal, il y a aussi beaucoup de besoins. Alors ça peut marcher si les deux savent accepter la déception, parce que forcément l'autre n'apportera pas tout ce qu'on en attend, mais ça peut marcher. On voit des couples qui restent comme ça dans un amour dépendance fusionnel pendant toute leur vie. Et c'est d'ailleurs des couples qui vont peut-être bien traverser justement la maladie de l'autre, parce que justement il y a cette dépendance. Et puis il y a l'amour familial qui est un amour aussi différent, hein, parce que on aime de manière assez inconditionnelle ses parents, ses enfants, parfois même ses frères et sœurs. Néanmoins, dans cet amour familial, contrairement à ce qu'on croit, il y a toujours des zones d'ombre. Et c'est souvent ces zones d'ombre qu'on ne veut pas voir, alors que si on arrive à voir vraiment ce qui se passe dans une relation familiale, en général, on vit mieux cette relation parce qu'on n'en attend pas, notamment au moment de Noël, plus que ce qu'elle peut nous donner. Je vous vois sourire, donc je vois que vous me suivez tout à fait. Et c'est vrai que ces amours familiales, cet amour familial, c'est souvent dû à nos premiers émois, hein, parce que tout petit, on est totalement perdus sans nos parents, et c'est vrai qu'ils sont indispensables pour satisfaire nos besoins les plus essentiels, etc. Bon, la suite ce sera demain. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, je voulais savoir la couleur bleue, qu'est-ce que ça donnait, puisque vous étiez seul. Alors ça sera demain, si j'ai bien compris. Non, mais le bleu, je le mettrais peut-être justement à l'amour familial. Ça me paraît être une couleur qui est tout en nuances d'ailleurs, parce que ça va du bleu très clair au bleu très foncé. Oui. Ça pourrait être le bleu. L'indigo. Oui, ça pourrait être le bleu. Alors, on parlait de la maladie d'Alzheimer. On a Caroline, justement, qui voulait réagir sur ce sujet. Merci de prendre la parole, Caroline. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Marie-Laure. Bonjour Caroline. Tout d'abord, je vous écoute régulièrement. J'adore votre émission. Bon, voilà, ça c'était la petite parenthèse. Merci, je prends. Oui, je voulais vous parler de la situation de mon papa.
qui a 75 ans, donc pas vieux du tout. Il a toujours été très actif, très sportif. Mes parents sont divorcés. Il a été veuf d'un deuxième mariage et puis il a eu une troisième union avec une personne avec laquelle il est resté 17 ans. Et pendant le Covid, donc très rapidement, moi je me suis aperçue qu'elle voulait faire le vide autour de lui. Et pendant le Covid, ils se sont, on va dire, retrouvés tous les deux dans un appartement et ils ont fait, elle a réussi à faire le vide. Donc il ne parlait à plus personne, il ne voyait plus personne. Ni vous ? Après, il n'a alors même moi. D'accord. Vous restiez quand même en contact. Vous pouviez quand même l'appeler. On s'appelait. Oui. Mais alors elle mettait ça sur le compte de la maladie, donc elle voulait pas venir, mais ça a duré plusieurs mois. Et j'ai vu un changement très rapide dans le comportement de mon père. Donc je savais très bien qu'elle voulait l'éloigner de moi, et donc j'ai mis ça sur le compte de elle n'a pas envie de venir. Et puis moi qui étais très très proche de mon père, après le Covid, même quand on n'en parlait plus et qu'on se voyait à nouveau, j'ai vu mon père très dégradé psychologiquement, dépressif. Enfin pas bien, il passait des heures à faire un arbre généalogique et donc il sortait plus, quoi, lui qui était tout le temps dehors, il aime danser, etc. Bon. Et un jour je l'ai engueulé parce que, enfin engueulé c'est pas mon fils, mais je me suis disputée avec lui parce que il se plaignait de sa vie. Et je lui ai dit qu'il avait beaucoup de chance, en fait. Et du jour au lendemain, il ne m'a plus parlé. Il n'a plus voulu me voir, il n'a plus voulu me parler, etc. Et ça a duré 1 an et demi. Donc j'en ai beaucoup souffert. Et moi, j'avais des nouvelles par mon fils, donc j'essayais de savoir comment il allait. Et un jour, cette femme me contacte et elle me dit, écoute, moi ton père ça va pas, il perd la tête maintenant, il fait n'importe quoi à la maison, il est plus capable de retrouver son chemin, je peux plus m'en occuper, moi je suis fatiguée, je te laisse le bébé. Et là, je reprends contact avec mon père. Elle l'avait placé dans une, alors soi-disant une résidence senior, mais la population c'était vraiment un EHPAD. Alors personnel très gentil, mais pas du tout adapté à lui. Donc 1 an et demi sans l'avoir vu ni l'entendre, et je ne lui en veux pas parce que effectivement il avait peur d'être seul, donc il restait là dans cette ambiance. Elle lui a donc vidé les comptes en le faisant partir en vacances, même c'était, c'est elle qui conduisait, etc. Elle s'est fait payer les volets roulants, bref. Donc elle lui a bien vidé les comptes, et après elle a dit, mais moi je peux pas parce que en fait, tu comprends, on est allé chez le neurologue, et là ça va pas, viens avec nous chez le neurologue, tu verras. On va chez le neurologue et le neurologue nous dit il y a effectivement une dégénérescence des cellules. On ne peut pas affirmer que ce soit Alzheimer parce que pour ça il faudrait qu'on fasse une ponction lombaire. Et moi je vous dis la vérité, il est hors de question que je fasse une ponction lombaire à votre papa, sachant qu'il n'y a pas de traitement pour la maladie d'Alzheimer. Oui. Il m'a dit mais effectivement ça s'apparente à la maladie. Il m'a dit, on se voit environ tous les ans, tous les 2 ans, on voit comment ça évolue. Et elle n'a plus voulu s'en occuper, elle l'a quitté. Donc ils étaient mariés ou pas ? Non. Oui, donc non, ils n'étaient pas mariés, l'appartement était à son nom à elle, donc ils se retrouvent sans plus rien. Moi,
depuis 1 an et demi, je ne connaissais plus ses médecins. Il a été opéré du cœur, de la prostate, enfin bon, bref, tout ça. Et je me suis sentie là, la mère de mon père, en fait. Et en même temps, ce que vous dites est essentiel, parce que c'est en effet souvent ce qui se passe quand le père ou la mère se retrouve seul. C'est souvent un enfant qui se sent responsable et qui en effet est obligé de materner ou de paterner le parent. En tout cas, de prendre soin du parent. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que ça inverse les choses, et c'est quelque chose qui est d'autant plus difficile aujourd'hui parce que la population vieillissant, les parents sont parfois très vieux et l'enfant n'est pas si jeune que ça, et s'occuper de son père quand on a déjà 65 ans par exemple, c'est pas si simple. C'est ça. Mais vous voyez, il y a une différence parce qu'en même temps, ma maman, on diagnostique un cancer. Je la soutiens dans toutes les chimios, je l'accompagne dans toutes les chimios, tous les scanners, toutes les visites, etc. Mais comme elle a sa tête, j'ai moins tendance à la materner. Mais oui, bien sûr, parce que vous pouvez communiquer. Exactement. Tandis que là, vous n'avez pas la possibilité de communiquer, donc forcément, c'est comme un enfant qui ne parle pas encore, quoi. Alors, il est encore autonome dans le sens où, donc moi, bien évidemment, j'ai tout repris, tous les médecins, il a été réopéré, bon, bref, tout ça. Mais il est toujours placé ou vous l'avez pris chez vous? Alors, je l'ai pris un temps pas long. Non, c'est bien. Parce que je ne pouvais pas, je travaille. Non, mais je l'ai placé dans une résidence senior, une vraie, où il y a un jardin, une piscine, des activités, où il est super bien. Et d'ailleurs, il a retrouvé son autonomie, c'est-à-dire qu'il se fait ses machines, il repasse, mais il va manger avec tout le monde. Et dès qu'il sort de la résidence, même si la boulangerie, elle est à 100 mètres, il se perd. Donc, il a le réflexe de mettre le GPS, mais il se perd. Alors, pour l'instant, j'arrive encore à gérer. Mais vous voyez, quand on va chez le médecin, alors, donc je lui dis, alors tu as compris, on va chez le médecin pour telle et telle raison. Puis dès qu'on arrive chez le médecin, il me regarde et il attend que je parle. Oui, parce qu'il sait plus. Mais oui. Il sait plus. Et par moment, il me dit, tu vois, je perds la tête, je ne m'en souviens pas. Je lui dis, écoute pas, on ne peut pas être et avoir été. Ok? Donc, regarde plutôt tout ce que tu arrives encore à faire. Ne regarde pas ce que tu ne peux plus faire. Moi, j'ai 52 ans et pourtant, il y a plein de choses que je ne peux plus faire. Donc, c'est déjà très, très bien. Mais il a de la chance de vous avoir, hein, Caroline. Mais là, je disais, il faut vraiment beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour dans cette maladie, beaucoup d'amour. Sinon, on ne tient pas. Et de patience, oui. Et de solidité aussi, quelque part. Alors, j'ai la chance, moi, d'avoir un compagnon qui est plus que formidable et qui me dit que je suis solide. Vous semblez le mériter, hein, Caroline. Et puis je vais vous dire, ça va le rassurer parce qu'il se dit, bon, si moi plus tard je suis malade, au moins elle va rester. Oui, ça c'est sûr. Ça, je pense qu'il le sait. Mais non, mais c'est vrai, je plaisante un peu, mais c'est une vraie question. Ah, oui. Quand on vieillit en couple. Et voyez là, je ne sais pas, j'ai compris qu'ils avaient 17 ans de différence, qu'ils sont restés 17 ans ensemble, mais je pense qu'ils avaient une grande différence d'âge, non? Oui. 15 ans. Et ben voilà, c'est souvent le problème quand on épouse quelqu'un de beaucoup plus jeune et qu'on tombe très malade. Parfois cette différence d'âge fait que l'autre n'a pas envie parce que c'est trop, ça fait trop quoi. Oui. Je suis pas en train de la défendre, hein, évidemment. Non, mais vous savez quoi, je lui en veux même pas de l'avoir quitté. Je peux comprendre. Si elle ne l'aimait pas suffisamment, je peux comprendre qu'on ne tienne pas. Là où je lui en veux, c'est... la manière dont ça s'est passé, voilà, bien sûr. La manière dont ça s'est passé, et puis l'avoir rabaissé comme ça, lui avoir pris son argent, etc. Ça, je trouve que c'est franchement pas beau. C'est dégueulasse. Mais l'avoir
Ouais, c'est dégueulasse. Ben oui, bien sûr. Mais l'avoir quitté en soi, parce qu'il est malade et qu'elle n'arrive pas à supporter, je peux le comprendre s'il n'y a pas suffisamment d'amour. Voilà. Eh bien, c'est un beau témoignage, Caroline. Merci beaucoup d'avoir pris un peu de votre temps pour en parler. Et je pense que ce témoignage fait écho à Liliane, évidemment, hein, qui elle aussi n'abandonne pas son compagnon. Vous, c'est votre père, évidemment. Du coup, on parle pas d'intimité, mais on parle bien d'amour. On fait une petite pause et on va retrouver Karine. J'en parlais tout à l'heure, qui elle, justement, a été paralysée du jour au lendemain. Elle nous raconte ça dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0800 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Marie-Laure Peretti est avec nous, psychologue clinicienne et sexologue, et on évoque, jusqu'à présent, on n'a pas réellement pu évoquer l'intimité parce qu'on a eu des cas d'Alzheimer, et là évidemment l'éloignement se fait de par la perte de communication, évidemment. Mais on va trouver peut-être un autre témoignage avec Karine qui est avec nous. Merci de prendre la parole, Karine. Je vous laisse juste patienter une toute petite seconde parce que on approche de Noël et j'ai mon petit cadeau sous le sapin à vous offrir. Peut-être pas à vous, Karine, malheureusement, mais à quelqu'un qui va pouvoir nous appeler. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble Lips Don't Lie de la marque Lelo. Et donc, c'est un Mia 3 avec son design subtil qui permet de l'avoir toujours à portée de la main. Le rouge à lèvres liquide Lelo qui laisse une impression puissante et durable. Bon, si vous avez envie de gagner ça, vous envoyez sapin par SMS au 7 20 18 et l'un d'entre vous sera tiré au sort. Voilà. Karine, bonjour. Bonjour Karine. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Marie-Laure. Bonjour Karine. Alors moi, mon cas, oui, bonjour. Mon cas, c'est que du jour au lendemain, je me suis retrouvée clouée dans le lit. Ah, c'est pas rien non plus, ça. Voilà. Et, du jour au lendemain. Oui, et pourtant, oui, du jour au lendemain. Et vous ne pouviez pas me toucher, je hurlais. C'est comme si vous me frappiez, en fait. Le drap, la couverture, on ne pouvait pas me... Enfin, c'était très compliqué, quoi. Mm-hmm. Et du coup, je faisais beaucoup. Et dès que j'ai commencé à me déplier, c'est-à-dire parce que j'étais pliée en deux, de douleur ? Je faisais pas de l'acrobranche, mais de l'acrobate, vous voyez. Vous étiez pliée en deux de douleur ? Oui, pliée en deux de douleur. J'arrivais pas à me redresser. Mm-hmm. Les jambes voulaient rester pliées et le buste, j'avais du mal à me redresser. Alors qu'avant, je faisais du sport et tout, j'allais à la salle avec mon mari. Et ça vous est arrivé un matin, et c'est un matin en vous réveillant que vous vous êtes retrouvé dans cet état ? Oui, c'est-à-dire que en fait, j'avais déjà mal, j'avais toujours mal à cette jambe, du coup, j'allais travailler jusqu'au bout avec une béquille. Et puis un soir, la personne avec qui je travaille m'a dit « Ouais, tu sais, on n'a qu'une santé, etc. Tu devrais prendre soin de toi. Parce que bon, tu es facilement remplaçable, quoi. Je veux dire, bon, c'est souvent ce qu'on dit, on dit qu'une santé, on n'en a qu'une, quoi. » Et le soir, je ne sais pas, dans la nuit, ce qui s'est passé dans ma tête. Il y a quelque chose qui a lâché, peut-être. Oui. Il y a quelque chose qui a lâché. Et le lendemain matin, impossible de bouger. Alors ça change tout, hein, parce que vous ne pouvez plus rien faire. Donc j'ai été aux urgences, etc. Bon, on a fait ce qu'on a fait, on m'a donné de la morphine, etc. Ça a un petit peu marché, mais en fait mon corps s'adaptait. À chaque fois qu'on me donnait un truc un peu fort, sur le moment ça me faisait du bien, et après ça faisait plus rien, quoi. C'est comme si l'organisme l'avait enregistré, avait dit. C'était des antidouleurs qu'on vous. C'était des antidouleurs qu'on vous donnait ? Ah oui, on m'a donné de la morphine, de tout ce qui est à base d'opium. Enfin, j'ai été shootée. Hein. On m'a donné de la maline, on m'a donné pas mal de trucs. Qu'est-ce qu'on vous a donné comme explication sur la cause de ces douleurs et de... Un trauma. D'accord. Trauma et puis psychosomatique. Ok, d'accord. Un peu chargé, voilà. Oui, bien Donc, sûr. Je pense que c'est un accumulation de choses et que mon cerveau, à un moment donné, il a basculé sur une partie du corps et justement ma jambe,
J'étais tombée il n'y avait pas très longtemps et j'avais un peu mal, quoi. Oui, mais vous voyez, c'est important et on en parlera demain avec Michel Odoul qui, comme toujours, nous explique ce que signifient nos douleurs. Mais on voit bien que là, encore une fois, c'est dès le départ que vous auriez dû prendre un peu plus soin de vous. Parce que le corps, à un moment donné, il continue à crier, et à un moment donné, il crie si fort que on ne peut plus, on est obligé de l'écouter. Ça tape fort même pour se faire entendre. Il est obligé de taper fort chez certaines personnes qui ne l'écoutent pas. Et oui. C'est ça, parce que moi, en fait, je me disais, bon, je prends des compléments alimentaires, je mange un peu mieux, etc. Mais je lâchais pas le boulot, je lâchais pas tout, quoi. Je voulais tout faire. Bien sûr. Donc, voilà. Et vous êtes en couple, je crois. En fait, et puis après, la vie de couple, comme vous me demandiez la vie de couple, et ben, écoutez, comme il y avait quelques années, j'avais été opérée de l'épaule, ça aussi, ça avait été pas évident. Donc, on avait un petit peu, en fait, beaucoup de dialogue, et puis on avait appris à, on a essayé, c'est-à-dire qu'on se mettait sur le lit, puis on essayait de voir quelle position je pouvais faire, est-ce que ça faisait mal ou pas mal, etc. Et c'est comme ça qu'on a plus ou moins établi un protocole, on va dire ça comme ça. Et psychologiquement, pour moi, ça me permettait quand même d'avoir une vie sexuelle et ne pas être toujours en train de penser « Ah, j'ai mal, attention ci, attention là ». J'étais plus dans l'appréhension de ce qui va se passer, en fait. Que le fait d'avoir étudié, trouvé des positions qui étaient plus ou moins confortables, bon, c'était moins sexy, hein, moins, voilà. Et mais c'est dans l'échange, du coup, avec votre compagnon que vous avez pu faire tout ça. À complément, mais il est super. Marc, il me masse. Ouais, non, il est super. Et puis ça a développé votre imagination. Il a un accident de travail, donc. Il a dit, ça a développé votre imagination. Il se rend compte. Ouais. Non, mais je ne pensais vraiment pas arriver là. C'est sur ça, si j'ai un mot à dire à tout le monde, c'est prenez soin de vous, écoutez votre corps, parce que là, moi, ça m'a fait peur. Hein. Ben oui. Je réalise que ça va faire au mois de février 1 an. Et là, vous êtes à nouveau autonome, c'est bon? Alors ça va mieux, c'est-à-dire que je marche plus avec une canne, j'ai réappris à marcher à l'équilibre, etc. J'ai kiné 3 fois par semaine. Et je vais essayer de reprendre le boulot en janvier, parce que moi, psychologiquement, j'ai besoin de reprendre une activité pour me sentir utile. Donc voilà, mais bon, tout ça, c'est vrai. Et la vie en tant que femme, c'est important aussi, parce que je commence à me dire, mais je veux pas être qu'une malade, quoi. Mais oui, bien sûr. J'ai vécu ça, quoi. Donc c'est vrai que mon mari, heureusement qu'il est... Alors, c'est beaucoup de, mais voyez, de bienveillance. Oui, et puis je pense que dans ce que vous avez traversé, le fait de ne pas vous retrouver seul, c'est essentiel, parce que même si vous ne pouviez pas bouger, vous pouviez parler, vous pouviez échanger, et on sait, surtout dans des maladies psychosomatiques comme ça semble être très, très, très votre cas, le fait de pouvoir échanger avec quelqu'un, ça renourrit le psychisme, et qui renourrit un peu le corps aussi. Donc ça a été certainement un grand allié pour vous. Oui. Oui, j'ai la chance, j'ai des parents qui ont 75 ans, qui sont pas très très vieux, et qui sont très, comme ma mère a eu des problèmes de santé, ils sont très à l'affût de toute maladie, etc. Donc ils faisaient des recherches et tout. Ils sont venus pas mal de fois me voir, ils m'ont même pris 1 semaine, 10 jours en vacances pour s'occuper de moi. Du coup, ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis rapprochée de mes parents. Et parce qu'on a l'impression on a peur de se retrouver seul avec sa maladie, et que on nous met un peu de côté parce que tout le monde a son train-train, sa petite vie, et c'est là qu'on se rend compte que si on se prend pas en charge soi-même et qu'on se bat pas, et personne ne va se faire pour nous, quoi. Donc c'est quelque chose. C'est toi là. Oui, tu es tout à fait juste. Le risque quand on a une maladie grave qu'elle soit, c'est l'isolement, en fait, c'est de se retrouver effectivement un peu loin c'est les autres qui s'éloignent de vous, et donc on peut se retrouver isolé, c'est vrai. En tout cas, c'est un travail de tous les jours. Karine, ce qui est intéressant dans votre témoignage, c'est que ça va vous permettre peut-être de voir la vie un peu différemment quand même. Hein, vous allez peut-être un peu plus vous occuper de vous. J'ai eu pas mal d'expérience, c'est bon, je crois que j'aurais fait le tour. Vous savez, la vie est toujours pleine de surprises, Karine. Je vous souhaite aussi des bonnes surprises.
Écoutez, merci en tout cas de ce témoignage et bravo à votre couple qui là, on le voit, a tenu bon et vous êtes restés soudés. Et c'est formidable. Et c'est ce que disait Marie-Laure, ce que vous disiez, Marie-Laure Peretti, hein, on peut trouver d'autres positions, d'autres manières de faire l'amour, et vous en êtes l'exemple type. On va faire une petite pause pour les infos, et on va continuer évidemment à évoquer la maladie et l'intimité. Je vous invite vous aussi à témoigner au 0826 300 300 si vous avez envie de poser des questions à Marie-Laure Peretti. Et puis Marie-Laure, je vous propose une petite devinette, je l'ai trouvée pour vous, elle est assez mignonne. Quelle est la femme la plus radieuse de tous les temps? Vous pouvez me donner la réponse après les infos. Sud Radio. Sud affronte les Pays-Bas pour leur dernier match de poule. Elles sont déjà qualifiées pour les quarts de finale prévus mercredi. Les Françaises ont pour l'instant remporté tous les matchs de ce mondial. France-Pays-Bas, c'est à 20h30. Et c'est la fin de ce flash. Très bon après-midi. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Merci d'être avec nous, Marie-Laure Peretti. Vous êtes psychologue clinicienne, sexologue également. Vous travaillez beaucoup à l'hôpital avec des personnes avec des graves maladies, des maladies différentes. Hein. De toute façon, la maladie, la liste est longue. Hein. On pensait peut-être avoir, par exemple, quelqu'un qui appellerait avec son ou sa partenaire qui a un cancer. Et puis finalement, on a tout à fait eu autre chose. Et peut-être qu'on aura encore d'autres choses. On va bien voir. Mais ça, c'est les aléas du direct. Alors j'aime bien cette devinette. Peut-être que vous pouvez nous trouver la réponse. Quelle est la femme la plus radieuse de tous les temps? Radieuse, qu'est-ce que ça vous dit? Radieuse, ça me fait penser au soleil. Ah oui, pourtant je viens de parler du cancer. Marie Curie. Marie Curie, c'est la femme la plus radieuse de tous les temps. Extra. Vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Super. C'était pour vous. Je pensais que vous pouviez trouver, mais c'est vrai qu'il faut y penser. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour Olivier. Bonjour à votre invité. Marie-Laure Peretti qui est avec nous. Ravi Marie-Laure. Enchantée, moi aussi Olivier. Moi je suis en plein dans le sujet. Allez-y, on vous écoute. J'étais déjà intervenu il y a un petit moment sur ce sujet-là avec Brigitte. Moi, je l'ai vécu et j'ai été obligé de le surmonter tout seul en fait. Parce que en 2020, j'ai fait un infarctus. Oui. Le lendemain de Noël, histoire de fêter l'année comme il fallait. Et puis après, c'était la cata à ce niveau-là parce que j'arrivais pas à récupérer à ce niveau-là. Il m'avait donné des... Vous étiez avec une compagne au moment où vous faites... Oui, mais ça n'a pas duré parce qu'elle est partie 6 mois après. Au bout de 6 mois, oui. Oui, donc les problématiques derrière ont continué à s'accumuler parce que une partie des médicaments qu'ils m'avaient donnés pour traiter a posteriori l'intervention, ça n'a pas marché. Donc les bêta-bloquants, ils ont été obligés de me suspendre. On va peut-être revenir plutôt sur le sujet du jour que sur votre maladie, parce que malheureusement, en plus, on est... Ça a une mais je veux dire... La partie médicamenteuse a influencé sur ma libido. D'accord. Et c'est parce que vous ne faisiez plus l'amour qu'elle vous quitte? Non, je pense pas. Je pense pas non plus. Moi non plus. Non, je pense que c'était un tout. Parce que elle part au bout de 6 mois, mais pendant les 6 mois où elle est là, vous avez l'impression qu'est-ce qui fait que pour vous elle est partie? Moi, je pense que c'est un tout, parce que j'ai quasiment perdu tout mon entourage dans la foulée, parce que tout simplement, vous savez, c'est toujours pareil, quand vous êtes malade, vous vous apercevez de qui vous reste autour de vous, quoi. Tout. La maladie, même si elle n'est pas transmissible, vous êtes mise à l'écart de toute manière. Oui, en même temps, Olivier, je crois qu'il faut être un peu plus, un peu moins généraliste et surtout moins dur. Moi, c'est tout. Parce que tout ce qui m'est arrivé. Oui, mais je ne nie pas que c'est tout ce qui vous est arrivé. Mais il y a quand même des tas de gens qui ont des amis et sur qui ils peuvent compter. Et alors, on n'en a pas beaucoup, on n'en a peut-être pas beaucoup, mais... moi, ça a été limité. Hein. J'ai eu 2 personnes, un couple d'amis, c'est tout. C'est déjà pas mal. Ça veut déjà dire... Parce que à vous écouter, tout le monde était parti. Donc, il y en a quand même 2 qui sont restés. Oui, c'est les seuls. C'est déjà pas mal. Oui.
Oui, mais bon, voilà quoi. Donc après, non, ce qui est difficile, c'est que vous êtes, vous avez donc j'ai bien compris que ça n'a pas été simple après l'infarctus parce qu'il y a eu des complications. Et au lieu de rester avec votre compagne, elle s'en va. Donc ça, c'est déjà, c'est forcément difficile. Mais vous nous dites c'est un tout, mais un tout c'est, je sais pas, est-ce que vous disputiez, est-ce que non, tout simplement, vous savez, c'est toujours pareil quand vous êtes dans une impasse, quand vous arrivez dans une impasse au niveau professionnel, au niveau personnel, parce que c'est des conséquences qui impactent votre vie au quotidien. Après, moi, maintenant, je vais bien. Je me suis relevé tout seul, quoi, sans personne, parce que derrière, la famille a disparu aussi. Donc voilà, moi, ça a été un total. Le point de démarrage a été le 26 décembre 2020, mon infarctus. Et puis après, toutes les conséquences, c'est le premier domino qui est tombé, et tous les autres ont suivi. Et à partir de quand vous sentez revenir sur le devant de la scène? Début de cette année. D'accord, ok. Début de cette année, parce qu'en fait, la problématique, c'est que au début, vous appuyoyez sur votre sort. Oui. Et tout le monde en passe par là, c'est-à-dire que je fais une comparaison au quotidien entre ce que j'ai pu être et ce que je suis. Le problème, c'est que si vous tombez là-dedans, vous partez en dépression. Je le sais parce que j'en suis passé par là. Oui, alors il y en a d'autres qui vont partir beaucoup en colère, ce qui est visiblement pas votre cas. C'est une phase. En fait, vous avez, en fait, il y a des. Il y a les quatre phases d'une épreuve. Hein, de toute façon, Olivier, on n'y échappe pas. Après, elles sont plus ou moins denses, ça dépend des gens. Mais visiblement, vous les avez vécues à fond. Hein. Ah oui, moi je les ai vécu plein pot parce que derrière, je pensais remonter après mon infarctus, manque de peau. J'ai eu des complications 1 an et demi après, une contre-visite cardiovasculaire où c'est venu ce qui a fait des problèmes pulmonaires. Bon, j'ai passé toute cette phase-là. Et puis à un moment, j'ai commencé à voir les choses différemment. Et à partir de ça, c'est le déclic. Oui, l'acceptation. Pourquoi ? Non, c'est pas l'acceptation. C'est de dire, j'ai été comme ça, je suis comme ça. Je peux plus l'être, mais regarde par rapport à 6 mois le chemin que tu as parcouru. Et en fait, toutes ces petites avancées, même minimes, font que vous commencez à remonter. Et chaque jour est un combat pour avancer un peu plus. Et donc aujourd'hui, alors, où est-ce que vous en êtes dans cette avancée ? Moi aujourd'hui, ça va bien. Je reprends à bosser depuis quelques mois en indépendant, donc moralement ça va beaucoup mieux. Physiquement, je vous le dis franchement, depuis cet été, je fonctionne quasiment normalement. Oui. Comme avant, pareil. Peut-être mieux qu'avant. Peut-être que mieux. Parce que vous avez peut-être dépassé des choses aussi, parce que Exactement. Et puis derrière, médicaments, je suis tombé de 17 comprimés par jour à 3. Donc je vais mieux aussi. Physiquement, je vais mieux aussi parce que à 2 à 3 séances de kiné par semaine où je faisais comme je pouvais, maintenant je me balade. Donc c'est de mieux en mieux physiquement. J'ai reperdu aussi du poids parce que comme vous rebougez, comme vous récupérez une activité, parce que je suis resté quand même 3 ans entre le canapé et le lit. Voilà, et tout ça est un tout. Et en fait, le fait d'avancer, vous avancez petit pas par petit pas. Et votre vie intime alors ? Ma vie intime, moi, comme je suis libertin, elle va bien alors. Moi ça va plutôt bien parce que je coquine, j'ai recommencé à coquiner, ça va plutôt bien et maintenant je suis pas fermé à rencontrer de nouveaux, même si je suis un peu sur la réserve, voilà, mais ça c'est personnellement. Oui, ça peut se comprendre, on peut comprendre que vous avez été un petit peu échaudé comme on dit. Mais encore une fois, moi je pense que quand on est avec quelqu'un... Vous étiez depuis longtemps avec cette femme quand elle vous quitte ? Plus de 3 ans. Oui, 3 ans quand même. Enfin, c'était pas déjà une situation un petit peu installée, quoi.
Oui, bien sûr, mais c'est pas non plus une relation qui dure depuis 20 ans. Bon. Non, pas du tout. Non, mais moi pertinemment, maintenant, je vais bien. Je suis d'attaque physiquement. Comme j'ai toujours été très sportif, j'avais perdu mon entrain sportif, ma capacité physique. Et ça a un impact aussi sur la vie sexuelle, parce qu'à partir du moment où vous bougez plus, vous n'avez plus la capacité non plus de faire des choses, quoi. Mais ça va, ça va. C'est pas le sport le plus violent. Je pense que ça vous l'avez retrouvé. Merci en tout cas de votre témoignage, Olivier, et bravo. On fait une petite pause et on retrouve Hugo dans un instant qui va nous parler du diabète. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Marie-Laure Peretti est avec nous. Vous êtes également sexologue et c'est pourquoi on essaye d'évoquer l'intimité dans le couple lorsqu'il y a un des deux membres qui a une maladie. Pour l'instant, c'est un peu difficile, mais peut-être que Hugo sera un peu plus dans le sujet. Merci Hugo de prendre la parole. En tout cas, bonjour. Merci, bonjour Brigitte, bonjour Marie-Laure. Bonjour Hugo. J'espère réussir cet exercice qu'il est bien difficile parce qu'on n'a pas l'habitude déjà. Donc voilà. Il se trouve qu'il y a un an, jour pour jour, que j'ai eu une séparation extrêmement difficile. Donc c'était 30 ans de vie et 5 enfants. Tout ça réduit en poussière, voir mon ex-compagne partir avec mon meilleur ami. C'était du jour au lendemain. Donc cette séparation, au moment où elle arrive, je vais la sentir dans mon corps, moi. Je vais vraiment la sentir. Oui, c'est un trauma. C'est 30 ans de vie commune et en plus avec votre meilleur ami, c'est toujours la pire des situations. C'est double trahison. Oui. C'était extrêmement difficile, mais j'ai pas mis beaucoup de temps pour me relever et je suis reparti à l'assaut de la vie. Sauf que moi, cette séparation, je l'avais sentie dans mon corps et ce que j'expliquerai moi plus tard parce que on m'avait diagnostiqué un diabète il y a pas très longtemps. Et tout au long de cette période, j'étais pas bien, comme si j'étais dans un corps que je ne reconnaissais pas. C'est-à-dire au moment quand vous apprenez, quand votre femme vous quitte, il était déjà là le diabète, mais pas encore, c'est ça? Pas encore diagnostiqué? Non, pas du tout. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Mes analyses, j'en ai fait à ce moment-là et tout ça, mais il n'était pas là. Et vers le mois d'octobre, je vais commencer à avoir des vertiges. Je vais commencer à boire par 10 litres d'eau par jour. Oui. Et un jour, je suis sujet on dirait que donc mon corps il me lâche et je vais aux urgences et là on me garde 10 jours. On va découvrir qu'il y avait un diabète, etc. Donc voilà. Ce que je dois dire en parallèle du diabète, on m'a découvert mais ça, c'est combien de temps après que votre femme soit partie ce problème? Pratiquement 10 mois. Pratiquement 10 mois. D'accord. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'au même temps, on va découvrir qu'il y a un gonflement de la prostate. Anormal. Donc voilà, j'entreprends les examens, les analyses, je prends des médicaments, etc. Sauf que entre temps, après que ma compagne mon ex soit partie, je vais rencontrer une fille qui va s'accrocher énormément à moi, qui va m'aider dans toute cette épreuve médicale, et elle va s'attendre beaucoup elle va avoir beaucoup d'attentes par rapport à moi et surtout côté intime. Et moi, je vais voir mon corps me lâcher. Mon intimité, elle n'y est plus suite au traitement de la prostate, puis le diabète. Je suis pas bien du tout. Je résume. Oui, non, mais d'abord, un problème à la prostate, on peut comprendre qu'il peut y avoir des difficultés sexuelles, et puis le diabète, c'est une des maladies qui peut provoquer des pannes d'érection. Hein. Il y a pas, c'est évident. Alors, tout au début, avec elle, ça se passait très très bien, mais plus on avançait, et plus là maintenant, aujourd'hui,
je ne suis, enfin, c'est à l'intérieur de moi. J'ai même pas envie de faire n'importe quel rapport que ce soit. Deux raisons. Je crois que j'ai perdu confiance totale suite à cette trahison, à cette double trahison. Il y a un côté psychologique qui me, enfin, je redoute que enfin, j'ai perdu confiance. J'ai perdu confiance en. Et puis physiquement, et du coup, voilà, moi comme hier soir. On discutait ici et là et je la sentais vouloir voilà. Et du coup, comme moi je suis pas dans le truc, je suis pas dans le truc, et je culpabilise. Et moi je voulais juste signaler aujourd'hui par mon témoignage cette culpabilité que je porte en moi par rapport à cette fille qui essaye de tout faire pour vraiment, elle fait tout, mais elle veut rentrer dans toutes les cases. Sauf que j'ai comme eu l'impression que moi je ne peux pas me surpasser, je ne peux pas lui apporter ce côté. Non mais Hugo, d'abord c'est elle qui est venue vers vous. Elle a certainement le syndrome du sauveur. Elle a eu envie de vous apporter tout son amour et toute son affection et son secours. C'est elle qui est venue. Donc si elle est venue, c'est qu'elle avait certainement quelque chose à donner et elle avait une envie de cette relation. Donc ne vous sentez pas coupable. Aujourd'hui, en revanche, il faut essayer de communiquer et d'aborder clairement le sujet. Et je crois qu'il faut vraiment que vous osiez avec elle parler de sexualité, lui dire pour l'instant, moi je ne peux pas. Alors il y a certainement un peu votre diabète, et puis il y a peut-être en effet le contre-coup de cette rupture qui a eu lieu il y a un peu plus d'un an, si j'ai bien compris, qui vous rattrape, parce que bon, il y a eu parce que c'est quand même un vrai traumatisme d'avoir sa femme qui part avec son meilleur ami au bout de 30 ans de mariage avec de 5 enfants. Enfin, c'est une sorte on vous a jeté comme enfin, c'est très violent. Franchement, c'est très violent. Donc, c'est normal qu'il y ait un contre-coup et que vous ayez actuellement pas envie de faire l'amour parce que c'est quelque chose qui vous a castré, hein, au sens symbolique du terme, évidemment. Oui. Après, peut-être que si elle vous sollicite beaucoup sur le plan intime, il y a de l'affectif là-dedans, hein. Bien sûr, il y a de la sexualité, mais il y a de l'affectif. Et si vous le passiez sur ce côté affectif, donc tendresse, oui, tendresse. Et au début d'émission, Brigitte, vous évoquiez la question du toucher. Et le toucher, il peut être, on peut le sexualiser, on peut le désexualiser. Et ça peut. Dans quel sens Par exemple, quand vous faites des massages doux pour votre partenaire, ou alors prenez-vous dans les bras, tout simplement. Oui, voilà. Déjà, des hugs, des câlins. Si par exemple vous regardez la télévision et que vous la prenez dans vos bras, si ça se trouve, ça lui suffit pour l'instant. Je pense qu'elle demande un petit peu plus. Bon, mais vous pensez, mais vous n'en savez rien. Donc, vous voyez l'importance de communiquer. Eh oui. D'accord. Parce que si vous lui dites, en ce moment, j'ai vraiment du mal sexuellement, et que vous lui expliquez que le départ de votre femme, la maladie, tout ce que vous avez traversé, enfin, vous avez traversé un trauma avec votre femme qui s'en va, un diabète, un problème de prostate. Bon, il y a de quoi être un petit peu sur les genoux quand même. Hein, on est d'accord. Donc dites-lui, mais dites-lui, je suis bien avec toi, je suis prêt à t'apporter toute l'affection dont tu as besoin, et puis achetez-lui un jouet si elle a besoin de sexualité, et puis dites-lui, amuse-toi avec et riez de ça. Oui, justement, j'ai mis ça sur la table, sur le tapis hier, et elle est extrêmement chaste. Hein. C'est une fille qui est extrêmement dans la religion, elle est très très catholique. Vraiment, c'est tout ce qui est sexualité et tout ça, c'est. Donc elle comprendra. Mais si elle est très catholique et chrétienne, elle comprendra ce que vous lui dites et elle acceptera de patienter. D'accord. Donc là, c'est mot d'ordre, c'est la patience, quoi. La patience, la communication. La communication, puisque vous dites qu'elle est très chrétienne, donc le christianisme, c'est l'amour. Hein. On est dans une religion qui est très portée sur l'amour. Donc, du coup, se parler, communiquer,
dans la relation. La relation intime, la relation sexuelle, c'est la relation la plus intime, mais c'est évidemment que c'est important et ça vous rapprochera probablement. Ce soir, vous lui prenez les deux mains, une main dans chaque main, vous la regardez, vous lui dites, écoute, je sais que tu aimerais plus d'affect que je ne peux te donner pour l'instant, mais j'ai besoin de temps, j'ai traversé des choses difficiles, je peux t'apporter toute la tendresse et l'amour que tu as besoin, mais je ne peux pour l'instant, mon corps ne me répond pas. Enfin, vous lui dites les mots, vous dites les choses avec vos mots. Oui. Hein, mais dites-le en lui tenant les mains et en étant vraiment dans une relation de tendresse, et de corps à corps. Oui, c'est important. Alors, je prends pas beaucoup de temps. Hein, en fait, derrière tout ça, elle me dit si moi je peux aller voir un médecin pour prendre un petit remontant. Donc moi je comprends. Un Cialis, oui. Viagra ou Cialis, oui. Vous n'avez pas envie. Pour l'instant, vous n'avez pas envie. J'ai pas envie parce que c'est à l'intérieur de moi que ça se passe. Vous avez le droit. Les hommes aussi ont le droit de dire non. Oui. Voilà. Surtout que c'est impressionnant, Cialis ou Viagra, pour un homme. Je vous ouvre mon cœur, moi là maintenant. Je dis que je suis plus à vouloir me séparer parce que je ne lui apporte pas ce qu'elle attend. Oh non. Je suis plus vers ça que. Mais ce sera. Écoutez, Hugo, on ne peut pas, on n'a pas le droit de décider à la place de l'autre. Oui. Si elle a envie de rester sans sexualité, elle a le droit de rester. Et si vous vous sentez coupable, eh bien, travaillez dessus. C'est à vous de travailler sur votre culpabilité. C'est ça, c'est vraiment ça. Oui, mais c'est l'émission qu'on fait vendredi avec Catherine Emlé-Parisol, qui est médecin et on travaillera sur la culpabilité. La culpabilité, elle parle toujours de nous, et donc ce sera à vous. C'est à vous de comprendre pourquoi vous êtes coupable. Alors ça, et arrêtez de le faire. J'ai des pistes, mais je ne vais pas vous les donner parce que ce serait une analyse sauvage. Mais je ferai la vendredi alors. Eh ben, vous pourrez même retémoigner vendredi si vous voulez. Merci Hugo. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve pour le sexo conseil du jour. On va parler des rapports un peu trop longs justement. Tiens, pourquoi pas avec le sujet du jour. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Eh bien, Marie-Laure Peretti, on va parler du rapport sexuel un peu trop long, parce que c'est vrai que j'ai prévu d'ailleurs dans la semaine aussi de parler du rapport très court, le coup vite fait, vous savez, qui marche bien aussi. Mais là, je voulais revenir sur ces rapports qui sont trop longs. On parle plutôt du plaisir rapide, c'est-à-dire des hommes qui éjaculent trop vite, mais trop long, c'est pas forcément bon non plus, parce que d'abord, toutes les femmes sont loin d'être multi-orgasmiques, voire même il y a des femmes qui n'ont pas beaucoup de plaisir lors du rapport vaginal, puisqu'elles sont particulièrement avec des orgasmes clitoridiens. Donc il y a des femmes qui aiment bien sûr être pénétrées, mais qui n'apprécient pas que ça dure trop longtemps, parce que cette excitation qu'elles ont au moment d'être pénétrées, contentes d'être prises, va retomber, parce que bon, elles ont eu un orgasme clitoridien, mais cet orgasme sur le moment donne envie d'être prises, mais ça s'estompe relativement rapidement. Alors en moyenne, le temps du coït, ça serait entre 5 et 10 minutes dans les grandes enquêtes qui sont faites sur la sexualité. Mais quand je parle de rapport trop long, c'est donc un rapport qui durerait plus de 20-30 minutes. Et c'est vrai que dans ces cas-là, surtout avec un préservatif, les muqueuses peuvent être un petit peu irritées, et c'est vrai que s'il n'y a pas de lubrifiant et s'il n'y a pas trop de lubrification, ça peut être irritant. Ça peut chauffer. Ça peut chauffer, absolument. Et c'est vrai qu'il y a des hommes qui ont besoin de prendre leur temps et qui ont parfois même d'ailleurs pas d'éjaculation, qui peuvent tenir 1 heure. Et c'est vrai que c'est souvent des hommes qui ont presque une désensibilisation de la verge et qui finalement s'observent et observent le coït. Alors
trop c'est trop, en quelque sorte. Et je crois que c'est vraiment important de pouvoir communiquer si c'est le cas. En fait, il y a durant le coït 3 règles dont il faudrait tout le temps tenir compte. Le rythme, qui en général va plutôt crescendo. La profondeur, de plus en plus ou de moins en moins profond, voilà. Et puis l'homme, et ensuite l'angle, qui parfois peut réserver des surprises agréables, mais aussi des surprises douloureuses. Et ces 3 angles, ces 3 règles, quelque part, elles devraient être communiquées dans le rapport sexuel entre les 2 partenaires. Vous voulez ajouter quelque chose ? Non, je trouve ça parfait. Bon, écoutez, à chacun de communiquer. On a vu on a vu à quel point c'était important. Une petite piqûre de rappel. Il est encore temps, si vous voulez gagner cet ensemble Lips Don't Lie de la marque Lello. Vous pouvez envoyer un SMS. Vous envoyez sapin par SMS, donc au 7 20 18. Et on va retrouver Michel qui témoigne. Bonjour Michel, merci de prendre la parole. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour Michel. Heureux de vous retrouver sur ce plateau. Nous aussi. Et merci de témoigner. Je crois que c'était un cancer qu'avait votre femme, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et puis on peut observer effectivement dans le cadre d'une sexualité qui était épanouie, vive et pleine d'amour, n'est-ce pas, pendant de nombreuses années, des mutations qui peuvent s'opérer au niveau de la maladie qui va transformer un petit peu vos habitudes et vos méthodes et vos pratiques. Mmh. C'est ça que vous avez pu constater, que vous avez peut-être vécu ensemble ? Alors oui, exactement. C'était quelque chose qui était partagé et je vais être un peu cru là dans mon. Mais allez-y, je vous en prie. Dans mon discours quand mon médecin de famille nous avait un petit peu annoncé toute la maladie, il m'a dit maintenant il faut amplifier votre intimité. Et effectivement, c'est quelque chose qui a quand même contribué à notre équilibre. Mais c'est chouette que le médecin ait abordé le sujet d'ailleurs. Oui, exactement, parce que je pense que tout le monde l'oublie et je pense que ça a été aussi un support d'aide pour ma femme à l'époque et qui a vraiment tenu à ce qu'on continue ce que nous faisions au préalable. Oui. Et donc vous avez pu faire l'amour, mais je suppose que vous vous êtes adapté aussi au fil de la maladie, je suppose. Oui, on s'est adapté parce que vous savez, entre le début et la fin, c'est pas tout à fait la même chose. Et en fait, la lourdeur des traitements va faire que vous êtes obligé d'avoir une approche très concertée, une approche très intime et une approche de douceur vis-à-vis de votre partenaire. Bien sûr, oui. Voilà, oui, dans la concertation, vous dites, bien sûr. Bien sûr. Oui. Et ensuite, il y a aussi dans l'acte, dans l'aspect, je veux dire, mécanique ou physique des choses, des différences qui commencent à s'installer, avec des sécheresses vaginales, des choses comme ça. Oui, voilà. Tout à fait. Oui, d'où l'importance de la communication. Parce que effectivement, quand il commence à y avoir un impact sur des zones du corps, le fait d'être lié en connexion, en tout cas, c'est indiqué à l'autre, ou peut-être l'autre le remarque, tout ce à quoi il faut faire attention. Mais la difficulté peut-être, mais visiblement vous avez communiqué, mais je le dis peut-être pour ceux qui nous écoutent, Michel, la difficulté c'est de savoir encore quand il y a désir d'avoir un rapport, même s'il n'y a peut-être pas ce désir qu'on a quand on vit sans la maladie, quoi. Là, ce qui est important dans ces moments-là, c'est la connaissance de l'autre. Oui. Et je dirais que la clé du tout, c'est l'amour pour l'autre. Et sans amour, rien n'est possible. Quand aujourd'hui, l'oncologue me disait que 90% des hommes, quand leur femme est malade, se séparent, j'allais dire sexuellement ou même physiquement ou même connectés de leur femme, et souvent ça se solde par des divorces, c'est là où est toute la différence.
Donc vous prenez en charge l'ensemble de votre partenaire, le soutien à votre partenaire, et ça c'est le cœur qui va vous guider et qui vous permettra d'avancer dans l'ensemble de ce que vous pourrez encore construire ensemble. Oui, bien sûr, mais elle aussi, elle a gardé le cœur ouvert vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que je pense que les deux doivent être encore avec le cœur ouvert, avec évidemment chacun leurs difficultés, parce que elle a d'abord, par moment, elle devait avoir mal, et donc il fallait que vous respectiez justement ce que vous pouviez faire. Mais il fallait qu'elle ait envie de rester près de vous. Ce qui est terrible parfois aussi, c'est que celui qui est malade ou celle qui est malade s'enferme. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut il faut pas juger comme ça a priori. Je sais qu'il y a plus d'hommes qui quittent leur femme quand il y a un cancer que le contraire. Mais en même temps, on peut pas juger sans savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans le couple. En tout cas, ce qui est beau, c'est que vous vous êtes aimés jusqu'au bout. Votre intimité, c'était une connexion, une vraie connexion entre vous, en tout cas. C'est ça. Et comme l'a dit Brigitte, il fallait savoir analyser le moment où justement elle avait l'ouverture pour ce genre de rapport ou pas. Et tout ça a été rythmé par la maladie, bien sûr, mais par la lourdeur des traitements bien aussi. Sûr. Et il fallait être très très attentif, mais elle avait cette volonté de partager cet amour avec son mari, et ça c'était absolument extraordinaire et valorisant pour son mari. Je vais vous dire, elle m'a appris à aimer les femmes. Oui, mais vous voyez ce que vous dites, et merci de le dire, Michel, parce que en effet, accepter que vous lui fassiez l'amour, c'était aussi une générosité extraordinaire, mais qui quelque part a renforcé son estime d'elle-même, parce que quand on fait un cadeau à quelqu'un, on se sent bien aussi, vous voyez, et donc ça lui a fait du bien aussi. Mais je crois en effet que c'est ce que j'ai envie, en tout cas, de retenir de votre témoignage. C'est juste, je pense que c'est juste. Mais en tout cas, merci de ce témoignage qui est magnifique. Et elle est partie il y a combien de temps? Elle est morte il y a combien de temps? Parce que j'aime pas ce mot, elle est partie, c'est idiot. Il y a 2 ans et demi. Voilà. C'est hier, ça. Oui, c'est évidemment. Mais elle est quelque part, elle est là, et puis elle a envie que vous soyez heureux, donc... C'est ça. Elle nous a montré certains chemins depuis, et puis aujourd'hui, on essaie de lui rendre ce qu'on peut, et puis quelque part, elle nous assiste dans nos nouvelles démarches. Absolument. Merci beaucoup, Michel, en tout cas. Merci vraiment. On va faire une petite pause, et puis on va conclure dans un instant, et c'est vrai que c'est important d'avoir ce genre de témoignage pour tous ceux qui sont peut-être en train de traverser justement cette épreuve. Merci à vous, Michel. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cette année, la radio officielle du Père Noël, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, on va conclure, Marie-Laure Peretti, sur un sujet délicat, mais je crois qu'il faut parler de tout dans cette émission, et c'est vrai que c'était trop beau le témoignage de Michel, parce qu'on voit bien que quand les deux gardent le cœur ouvert, l'intimité reste possible, et c'est ça qui est formidable. Et c'est avec Anna qu'on va conclure. Merci de prendre la parole. Bonjour Anna. Bonjour Brigitte. Bonjour. Merci de m'accueillir à l'antenne. Je vous en prie. Alors, c'est un témoignage un peu plus léger, parce que je pense que vous, c'est plutôt vous êtes assez souvent un peu malade, fatigué, mais enfin pas très en forme, mais c'est pas vous n'êtes pas malade au sens d'une maladie longue durée. C'est bien ça. C'est vrai que je suis souvent fatiguée parce que j'ai des semaines très très chargées, et en fin de semaine, je cumule le stress, la fatigue. Et c'est aussi le moment où je retrouve mon ami. On se retrouve le vendredi soir, et le vendredi soir, c'est le moment où je suis le moins en forme. Je suis fatiguée de ma semaine. Et pourquoi vous retrouvez pas le samedi? Parce que moi, à mon avis, c'est pas le meilleur moment pour vous retrouver. Alors, on se retrouve au plus tôt, parce que nous avons hâte de nous retrouver, et le vendredi, c'est le moment où on peut enfin être ensemble. Mais oui, mais si vous êtes
épuisé, c'est pas... Non, enfin peut-être qu'il vous fait couler un bain, qu'il vous masse et qu'il vous dorlote et que c'est très bien, hein, je ne sais pas. Hein. Et que ça repart. Et que ça repart, c'est vrai que le week-end, on se retrouve le week-end, donc du vendredi soir au dimanche midi. Et c'est aussi des moments où nous sommes parfois fatigués parce que les semaines, aussi bien pour lui que pour moi, ont été assez chargées. Et on souhaite aussi profiter du temps que l'on a ensemble. Et forcément, on réalise aussi des activités. Et souvent, le dimanche, lorsqu'on se quitte, j'ai toujours ce sentiment de ne pas avoir été assez bien sur l'aspect et intime et peut-être même aussi personnel. Vous en avez parlé avec lui ? Pas encore, non. Il faut pas osé. Il faut en parler parce que si ça se trouve, lui aussi, il a ce sentiment-là et vous créez quelque chose qui va nuire à votre... Parce que vous avez l'air d'être très amoureux tous les deux. Oui. Bon, donc à partir du moment où vous êtes amoureux, vous êtes heureux d'être ensemble et il faut que vous puissiez communiquer mieux parce que sinon, il va y avoir des tas de non-dits qui vont s'installer et c'est pas possible. Oui, je comprends. Communiquer, c'est entrer en relation, en contact avec l'autre, c'est chercher une connexion. Oui, et c'est souvent ce qui est le plus difficile. Oui. Lorsque l'on a peu de temps, justement. Non, mais je pense que c'est surtout parce que vous avez du mal à lui dire des choses qui pourraient peut-être... vous avez peur qu'il ne comprenne pas ou qu'il... Enfin, vous voyez, il faut... Parce que je suis sûre que vous en faites peut-être un peu trop aussi. Comme nous avons peu de temps, j'essaye qu'il soit le meilleur temps possible. Oui, mais le peu de temps, c'est pas le problème. C'est la qualité du temps que vous passez ensemble qui compte. Oui. Parce que vous savez, il y a des tas de couples qui sont 7 jours sur 7 ensemble et qui vont pas bien du tout. Donc c'est pas le temps, mais c'est la qualité. Et la qualité, elle ne peut être bonne qu'à partir du moment où vous faites ce que vous avez envie de faire et ce qu'il a envie que vous fassiez et qu'il fasse, lui, ce que vous avez envie aussi qu'il fasse. Et ça peut passer que par la communication. Oui, c'est vrai qu'on a peu de temps pour la mettre en place. Ni l'un ni l'autre net communicatif, communicant. Je trouve, oui, nous ne sommes pas très communicants ni l'un ni l'autre. D'accord. Et parfois j'appréhende de ne pas être en forme. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que dans ces moments-là, ça me déclenche des migraines. Ça peut me déclencher des migraines, c'est pas automatique. Hein. Mais parfois dans la semaine, quand j'attends le vendredi, que j'ai envie que tout soit parfait, eh bien, ça peut m'ajouter un stress. Oui, évidemment, parce que vous avez un seuil d'exigence là pour la perfection de la rencontre qui va demander beaucoup d'énergie. Or, l'énergie, si j'ai bien compris, dans votre travail, vous en dépensez déjà beaucoup. Oui, complètement. Oui. Vous êtes en surchauffe, pour utiliser le terme. Oui. Et la surchauffe, ça provoque des migraines. Oui. Vous voyez, et c'est pour l'instant c'est que des migraines, mais vous pourriez avoir d'autres symptômes plus embêtants. Donc il faut prendre soin de vous. Et prendre soin de vous, c'est la chose essentielle. Après, vous prendrez soin de votre couple, mais si vous prenez pas soin de vous, vous allez forcément avoir un problème. Et peut-être que lui, en plus aussi, si lui aussi vous dites qu'il a des semaines chargées. Oui. C'est vrai qu'on se retrouve, il fait en sorte de terminer au plus tôt le vendredi. Vous aussi ? Mais voilà, ça le met aussi dans un stress de finir toutes ces activités au plus tôt pour qu'on puisse se rejoindre. Et vous pourriez pas, par exemple, lui envoyer un petit mot et lui dire, écoute, vendredi prochain, on se retrouve, on va manger au lit, tranquillement, et vous voyez, proposer un programme de relax pour le vendredi soir, pour justement vous mettre tous les deux dans un mood de relaxation, de détente, pour enlever toute cette pression que vous vous mettez mutuellement. Oui, c'est possible.
voyez, vous programmez quelque chose qui va être vraiment détente. Pourquoi pas, vous commencez par prendre un bain ensemble. Enfin, vous voyez, des choses qui vont obligatoirement déjà vous faire lâcher la pression. Parce que là, je pense que vous arrivez, vous êtes une pile électrique. Oui, c'est sûr. Donc il faut. Là, on se retrouve, dans le même rythme que la semaine finalement. Mais oui, il faut un sas de décompression normalement, et que vous ne vous autorisez pas. Alors si vous ne pouvez pas vous l'autoriser toute seule, autorisez-vous ça à 2. Si vous avez l'impression que si vous restez le vendredi 1 heure ou 2 toute seule pour vous détendre et relaxer, vous avez l'impression que vous allez perdre du temps avec lui, ou etc. J'ai l'impression que c'est ça, hein, c'est de vous dépêcher vite de le retrouver. Bon, donc si vous n'êtes pas capable de faire un temps pour vous avant d'aller le retrouver, faites ce temps à 2. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, complètement. Et l'intégrer aussi à ces moments de détente. L'intégrer tout de suite. Vous commencez par un temps de détente à 2. Et vous lui proposez ça pour vendredi prochain. Ça va certainement le surprendre. Il va certainement pas trop bien comprendre, mais au moins, ça mettra entre vous quelque chose d'autre qui va vous permettre de, peut-être pas de communiquer par la parole, mais au moins de communiquer par des corps qui se détendent, qui se relaxent et qui se retrouvent au diapason. Et non pas 2 piles électriques qui font de la surchauffe. Oui, ça, il va être surpris parce qu'il n'a pas du tout l'habitude de me voir dans des moments de relaxation. Il a plutôt toujours l'habitude de me voir en action. Ben oui, Anna, mais vous allez vivre à 100 à l'heure combien de temps comme ça, hein ? Si déjà dans votre travail vous savez pas vous relaxer, et si vous savez pas vous relaxer dans votre vie intime, vous imaginez bien qu'à un moment ça va craquer. Oui, je pense que les migraines sont des symptômes de surchauffe, hein, c'est sûr. Oui. Et le signal d'alarme. Le signal d'alarme, oui, tout à fait. Puis la fatigue aussi. Alors arrêtez d'en prendre plein la tête, hein. Lâchez un peu. Alors je ne sais pas si dans la semaine vous pouvez un peu lâcher. Ça, je sais qu'il y a des personnes qui ont des vies actuellement terriblement surchargées, mais peut-être qu'aussi dans la semaine vous pouvez aussi voir un petit peu de temps en temps comment vous pouvez faire des petites pauses. Vous savez, parfois c'est une petite pause de 2 minutes qui permet au corps de se relaxer. Vous connaissez ça, Marie-Laure Peretti, hein ? Oui, tout à fait. Oui. Les toutes petites siestes qui permettent une récupération extraordinaire. Juste, non mais même 10 minutes. Enfin là, vous parlez de 2 minutes, mais parce qu'en fait, ça suffit pour que tout se remette en place et tout revienne bien. Donc, surtout parce que le soir, en rentrant chez soi, si on fait une sieste, là, on est parti pour dormir. Hein. Mais c'est ça, non, mais je suis d'accord. Oui. Mais alors qu'un bain, c'est non, parce qu'il y a le contact de l'eau et les sensations, puisque c'est important de prendre soin de son corps. Les sensations corporelles dans un bain, c'est intéressant. Oui. Je pense que tout le défi pour moi est de me l'autoriser. Ah, oui. Ah bah ça, c'est vous avec... C'est une permission que je dois me donner à moi-même. C'est vous avec vous-même, mais qui est-ce qui pourrait vous empêcher ? Voilà. Pourquoi vous vous en empêchez, puisque c'est vous avec vous-même, hein ? Oui, parce que lorsque l'on commence la journée avec tout un tas une liste très longue de tâches à réaliser, on a du mal à s'accorder des moments de lâcher prise qui sont pourtant utiles. Hein, c'est un peu comme si vous aviez une liste de tâches à exécuter. Donc, est-ce que c'est un souci de perfection ou de performance ? Ça serait quoi votre... Non, pas de performance. À qui vous voulez prouver que vous êtes capable de faire tout ça ? Je dirais vraiment c'est plutôt une course après le temps, parce que Ben oui, mais vous savez, franchement, Anna, si vous faites la liste, d'abord, vous regardez, vous avez pris le temps aujourd'hui de nous parler quelques minutes. Bon, le monde va pas s'arrêter, hein. Et vous n'allez pas... vous voyez ce que je veux dire ? Là, les quelques minutes que vous prenez pour nous parler, demain, vous pouvez prendre ces mêmes quelques minutes pour vous relaxer.
et pour vous prendre soin de vous. Oui, c'est vrai. Vous arriverez quand même ce soir à faire tout ce qu'il fallait faire. Et puis dans la liste de tout ce qu'il y a à faire, il y a peut-être une chose ou deux qui n'est pas si essentielle que ça. La Terre s'arrêtera pas de tourner. Hein. Ah bah c'est vrai que c'est l'important aussi, c'est de prendre du recul pour. Mais vraiment la question que je vous ai posée, il faut vraiment que vous y réfléchissiez et que vous trouviez la réponse. À qui vous avez besoin de prouver que vous êtes capable de faire tout ça? Je vous demande pas de me répondre. Je vous demande juste d'y réfléchir, de vous à vous. Oui, je comprends. Parce qu'il y a certainement dans votre famille, vous n'avez pas été suffisamment admiré ou aimé et vous avez des choses à prouver. Mais c'est pas comme ça que vous arriverez à vous sentir mieux. Faites attention à vous. C'est promis ? Oui, ça me parle beaucoup. Bon, tant mieux. Merci Anna, merci beaucoup. Et puis c'était bien de terminer avec ce témoignage justement parce que oui, on n'a pas besoin d'être la personne parfaite, toujours en pleine forme quand on rencontre l'autre. On a le droit de dire mon chéri, ce soir je suis un peu fatiguée. Est-ce que je peux me poser ma tête sur tes cuisses et me reposer 5 minutes? Et il sera ravi. Je peux vous assurer. Marie-Laure Peretti, merci en tout cas d'être venue nous parler de tout ça. Et puis on vous reçoit bien sûr très vite. Notre gagnante, c'est Delphine qui habite à Limoges et qui repartira donc avec ce rouge à lèvres Lelo. Demain, nous serons avec Michel Odoul et on verra quels sont les impacts des émotions sur notre corps. Il y aura certainement beaucoup de choses à dire. Et si vous avez envie de témoigner avec Michel Odoul, vous pouvez dès à présent prendre rendez-vous. Je sais que vous êtes toujours très nombreux à vouloir parler à Michel Odoul. Et tout de suite, vous retrouvez Marie pour C'est votre avenir.